Le père Vivien Sonda, enseignant-chercheur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. À ce colloque, je me suis prononcé sur le thème « Quand chante l'oiseau de malheur, crise écologique et salut de l'homme ». Mon idée donc, c'est de faire une lecture théologique et philosophique de la fameuse crise écologique. Et en partant donc de la crise écologique comme une crise de l'espérance. L'homme perdu, donc, qui n'est pas capable de se projeter dans un au-delà, se rabat sur la terre et lui de cette terre en abusant. Se remet dans cette crise-là. Dans une crise dont les facteurs majeurs ne sont pas à chercher à l'extérieur. On ne peut pas comprendre les épiphénomènes comme le cœur battant de la crise. Il faut ramener la crise à l'homme, un être du désir mimétique, un être de la soif d'avoir, un être limité, marqué par le péché qui a corrompu son rapport avec la création. Alors face à cet homme-là et face à cette crise-là, que peut faire l'homme? C'est là que je donne ma communication en appelant à la conversion. Une conversion personnelle dans nos us et coutumes, dans nos habitudes. Une conversion spirituelle qui fait jeter un nouveau regard sur la création. Une conversion sociale, une conversion collective. Parce que c'est une crise globale. Alors donc ce qui est important, mais comment aboutir à cette conversion-là? C'est là que je propose l'éducation. Nous sommes justement à un colloque sur l'éducation. Et je pense qu'on ne peut pas sortir de cette crise écologique. On ne sort même pas d'une crise. On va basculer du bon côté tant qu'on n'a pas éduqué l'homme à une nouvelle façon de voir, de vivre et simplement d'être. Voilà ce que je voulais dire ici. Mais c'est bien. Je vous ai suivi. Cependant, vous étiez à un colloque, à un panel où vous étiez en même temps éducateur, mais aussi auditeur. Parce que des panélistes, vos collègues de l'instant, se sont prononcés sur des thématiques. Qu'est-ce que vous avez retenu de leur intervention? Et qu'est-ce que vous auriez voulu poser si on vous avait donné le temps de poser comme question pour essayer de rebondir sur leurs interventions? Je crois que j'ai déjà essayé de rebondir sur les propos en attirant l'attention sur l'idée qu'on se fait de la crise. Si on n'a pas une bonne vision de la crise, on n'aura pas la bonne solution. Parce que c'est souvent ça. Si le médecin n'a pas posé le bon diagnostic, la prescription risque de ne pas marcher. Et je crois que ça, parce que là, ça dépend, cette crise dans une affaire économique, politique, oui, tout ça joue. C'est une réalité globale, une crise complexe. Mais la crise là, c'est une crise humaine, c'est une crise anthropologique. Et la solution là, c'est l'homme. L'homme est à la fois la cause, la victime et la solution à la crise écologique. Qu'est-ce qu'on fait alors pour sortir de cette crise? Sur l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait alors pour cette crise? Ça me fait sourire quand j'entends cette question. On dirait qu'on s'attend à des solutions miracles. Qu'en fait, A plus B, on a ça. Je dis non. De cette crise, on ne peut pas la résoudre. On ne peut pas résoudre cette crise-là de cette manière par des solutions A plus B. C'est un travail à moyen et à long terme. Et une fois de plus, je reviens à l'éducation, il faut éduquer progressivement. Qu'on le veuille ou pas, par exemple, prenons Abidjan. Allons-y. Je posais la question un jour à un taximan dans un embouteillage. Pourquoi Abidjan embouteillé malgré... Il dit non, il faut construire des routes. Il faut améliorer les routes. J'ai dit au monsieur, construire des routes n'est pas une solution. Ça aide. La preuve. Ça aide. Tout se trouve dans l'homme. Tant que pour être vu comme un homme valable, quelqu'un de grand, il faut que j'aie ma voiture, il faut que ma femme ait sa voiture, il faut que les enfants aient une voiture et un chauffeur. On a beau multiplier les routes, mais on multiplie les voitures. Et donc, il faut que c'est tout le paradigme. Dire qu'on peut être un grand tout en marchant à pied. Et moi, j'étais heureux d'avoir un ami maire en Autriche qui, d'une grande ville, met toujours sur son vélo. Et il y a des grands, il n'a pas besoin de ça. Nous, on est encore dans une société où l'homme se dit pas son avoir. Tant qu'on n'aura pas transcendé ça, on aura multiplié les avoirs, on aura multiplié les problèmes. Donc je crois qu'il faut, une fois de plus, il faut revenir éduquer l'homme. Qu'un homme soit capable d'aller sortir sa copine à pied, ils vont prendre wara là. Ça parce qu'ils n'auront pas peur que la fille ne va pas l'aimer ou bien ne va pas aimer la fille. Mais tant que tu viens avec à pied pour sortir ta copine et qu'un autre vient avec une voiture,
et les parents incitent la fille à aller dans la voiture, le rêve de cet homme-là, c'est de payer bientôt une voiture. C'est ça un peu tout le problème. Tout se passe, je crois, quelque part, que tout revient à l'homme pour, comme je l'ai dit, sujet, victime, solution dans cette crise. Voilà ce que je pourrais dire à la fin de cette matière. Bien, moi, c'est le docteur William Victorien Oda. Je suis du Burkina Faso, diocèse de Diédougou. Je suis enseignant permanent à l'UKO UUA, donc dans l'Institut d'économie et de gestion. Alors, j'ai été associé à ce colloque à la dernière minute pour développer une thématique en lien avec la question anthropologique, philosophique et théologique de la crise écologique. Alors, moi, je me suis proposé... Qu'est-ce qu'on appelle crise écologique? C'est quoi la crise écologique? La crise écologique, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de changement climatique, de désordres environnementaux, de pollution, etc. Alors, au niveau social... Donc notre écologie est en crise. Voilà. Donc, nous sommes en crise avec notre habitat, notre milieu de vie. Alors, notre milieu de vie et nous avons un rapport constitutif. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre autrement. C'est comme le poisson et l'eau. Donc, le milieu ambiant d'un poisson, c'est l'eau. Tu le sors hors de l'eau, il ne peut pas survivre. Nous, notre habitat, ce que nous appelons notre milieu écologique, donc, c'est tout ce qui nous entoure. L'air, l'eau, toute la création. Nous avons, j'ai dit, un rapport constitutif. Donc, c'est de cette relation que naît l'économie. C'est de cette relation que naissent nos rapports sociaux entre nous. C'est en regardant, comme dit Saint Paul, la création que nous pouvons contempler la beauté du Créateur. Et ainsi de suite. Donc, il y a ce rapport-là qui est déjà là. Et voilà que il y a comme des désordres gigantesques qui se sont installés dans cet habitat conçu pour être harmonieux, cohérent dans nos rapports. Et dans ce désordre-là, l'humain a une très grande responsabilité. Très grande responsabilité du point de vue de sa consommation, de ses manières, son style de vie toujours plus exigeant, qui demande souvent beaucoup plus qu'il n'en faut. La nature, de façon harmonieuse, avait prévu une certaine restauration. Donc, au fur et à mesure qu'il y a consommation, il y a restauration. Voilà que, on parle de crise démographique, je ne crois pas trop que ce soit fondamentalement ça, mais plutôt l'équilibre, la gestion de cette démographie-là. Voilà. Donc, tout ça, ça entre un peu dans le débat, quand nous parlons de crise écologique. Alors, donc, la démographie qui devait être en harmonie avec le reste de la nature, aujourd'hui, il y a disharmonie. Donc, on a comme l'impression qu'il y a plus de gens sur la Terre qu'il n'en fallait. Alors qu'en réalité, c'est parce que peut-être certains sont devenus trop gourmands. Si une seule personne consomme les 3 quarts du gâteau, on fait comment pour que le reste puisse bénéficier du gâteau? On va dire que nous sommes trop nombreux par rapport au gâteau qui est là, alors que ce n'est pas ça la question. Et donc, cette surconsommation produit des effets pervers au niveau du climat, parce que les émissions de gaz à effet de serre, naturellement, sans l'intervention de l'homme, il y en a, parce qu'il y a aussi des algues qui produisent le dioxyde, qui ont des effets sur l'ozone. Mais c'est venu augmenter de façon exponentielle par l'activité de l'homme. Si on prend seulement ce qu'on appelle le domaine AFAT,
Donc, agriculture, foresterie et autres utilisations de la terre. Les experts disent que c'est un très grand contributeur en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, et puis, on a le transport à côté. Ça, c'est l'homme. On a l'énergie à côté. Bon, on en consomme toujours, on demande toujours plus. Bon, ça fait que on est arrivé à un moment où notre habitat naturel n'arrive plus à nous supporter. Et ça se ressent même dans nos rapports sociaux, puisque les crises, les changements climatiques vont provoquer des désordres naturels qui vont amener des populations à se déplacer. Et le déplacement des populations va entraîner aussi d'autres crises intercommunautaires, évidemment. Bon, celui qui reçoit va se sentir mal à l'aise, celui qui est reçu se sent mal à l'aise, et puis on s'accuse, et voilà, c'est d'autres conflits. Alors, donc, dans cette crise... dans cette crise écologique où les gens donnent un peu dans tous les sens, j'ai parlé de cacophonie, on a ce qu'on appelle les climato-sceptiques. Ça veut dire qui préfèrent ignorer le phénomène, dire que ça n'existe pas. C'est des histoires, c'est des gens qui veulent empêcher les autres de se développer. Et d'autres qui vont jusqu'au catastrophisme, qui exagèrent aussi dans leur prédication. Voilà, par exemple, j'ai parlé entre-temps des Limits of Growth, où on avait fait une projection sur 100 ans, qu'au bout de 100 ans, ça veut dire qu'autour des années 2015, ça devait être la catastrophe. Alors, donc, il y a un peu ce catastrophisme-là. Il y en a qui proposent comme solution, finalement, que, André, il faut enlever l'humain de l'environnement. Ça aussi, c'est exagéré. L'écologisme, ce que j'ai appelé écologisme dénaturalisé. Alors, c'est comme si l'homme ne faisait pas partie de la nature. Il faut retirer l'homme pour que la nature puisse se reconstituer. Et donc, on va te dire non à la consommation de la viande. Il faut être végétarien. Les arbres aussi font partie de la nature. On va dire, bon, il faut revenir à la bicyclette, des moyens non polluants, etc. etc. Bon, en marchant sur l'efficacité aussi. Alors, donc, face à toutes ces propositions que je trouve assez cacophoniques, l'Église a aussi sa voix. Et son analyse, c'est de dire la crise que nous vivons est avant tout une crise anthropologique. Avant d'être économique, avant d'être sociale, avant d'être, je ne sais quoi encore, environnementale, c'est une crise anthropologique. C'est l'homme qui dysfonctionne, la tête de l'homme et le cœur de l'homme qui dysfonctionnent. Alors, il faut, si on veut corriger, il faut corriger le cœur de l'homme et la tête de l'homme. L'amener à se convaincre que sa tête n'est pas bien, et puis amener son cœur à accepter cela pour revoir un peu son style de vie. Un style de vie plus sobre. Ça veut dire quoi? Se contentant du nécessaire et pas du superflu, c'est pas important. Donc si on décide de se contenter du nécessaire, alors on verra que sur le plan des inégalités, le problème sera résolu et donc il y aura un peu plus de paix. Et puis les hommes étant en paix entre eux, auront aussi un rapport pacifié à la nature, puisque ce n'est plus la course au gain, mais bon, on est dans un rapport où je prends ce qui me suffit. Voilà, donc c'est un peu la prière de notre Père, donne-nous notre pain quotidien, donc ce qui nous suffit. Alors, donc c'est cet aspect anthropologique que j'ai voulu relever. Donc, si la crise est anthropologique, la solution doit être morale. Et comme l'éducation s'occupe de former la conscience de l'homme, alors bon, c'est le lieu que le pape François a parlé d'alliance, de pacte éducatif global pour pouvoir sauver notre maison commune. Alors donc c'est l'éducation qui doit prendre conscience que
il a un rôle à jouer. Et donc, c'est en cela que pour finir, j'ai tiré un petit passage du pape François qui est très concret, très pratique, qui donne des pistes pour que je puisse commencer à changer ma manière de voir le monde. Et c'est cela que j'ai appelé le décalogue du pape François, voilà, décalogue écologique, qui consiste à quoi? Voilà, je vais éteindre la lumière quand je n'ai pas besoin. Ça, voilà. Sobriété par rapport à la consommation de l'énergie. Sobriété par rapport à la consommation des aliments. Ce n'est pas la peine de préparer plus qu'il n'en faut et après jeter. Voilà. Ça fait du gaspillage qui a un impact puisque je prends toujours davantage. Voilà. Donc, au niveau du transport, si j'ai la possibilité de prendre le transport en commun, voilà, le même véhicule transporte 50 personnes. Pourquoi je ne vais pas le faire? Je prends, moi, ma voiture. Ça fait 2 véhicules qui se mettent sur la route alors qu'on pouvait se mettre ensemble. Ou bien, pourquoi ne pas me mettre avec quelqu'un d'autre? Voilà. Quand je choisis ce geste très simple, ça veut dire que je pense à quelque chose. Trier les déchets. Bon, ça paraît assez banal, mais pourquoi je vais trier les déchets? Parce que je sais qu'il y a des déchets biodégradables, des déchets non biodégradables. Alors, et comme je suis venu à en consommer, qu'est-ce que je fais? Je trie pour que les déchets biodégradables retournent à la terre. Le non biodégradable, on réfléchit. Est-ce que ça peut être recyclé? Et pendant combien de temps ça? Ce sont des questions qui se posent. Voilà. Si je peux éviter de consommer les sachets, produire et consommer. Aujourd'hui, la nature que Dieu nous a donnée, nous avons les feuilles d'arbre, etc. On peut très bien faire les paquets, les emballages à base de feuilles qui vont être décomposés après. Mais pourquoi nous choisissons de faire les emballages à base de plastique qui ne se décomposent plus et qui proviennent de l'énergie fossile? Tout ça, ça fait des demandes supplémentaires qu'on fait toujours à notre environnement. Voilà. Donc, c'est de petits gestes comme ça. Jusque même dans la famille, apprendre à l'enfant à dire merci, pardon, excuse-moi, s'il vous plaît. On pense que c'est banal, mais c'est une manière de voir le monde. Alors, et notre attitude envers la nature, c'est quoi? Tant que nous restons dans une zone de non-reconnaissance, voilà. Donc il n'y a pas le sentiment d'émerveillement devant ce que nous avons. Nous ne savons pas être reconnaissants. On ne voit pas l'aspect don que nous avons reçu. Et quand on a reçu, le comportement est autre que quand on possède à soi-même. Donc, déjà apprendre à l'enfant à dire merci veut dire qu'on lui apprend à savoir qu'on reçoit. Et quand on reçoit, il y a une attitude de reconnaissance, pas seulement envers celui de qui on a reçu, mais aussi envers les autres. Donc on reçoit pour transmettre. Voilà. Donc pardon, pour dire qu'on sait reconnaître que on se comporte mal parfois par rapport à notre environnement. Voilà. Dire s'il vous plaît, pour dire que on se met dans une attitude de dialogue permanent, même avec la nature que le pape François considère comme parmi les plus fragiles. Donc nous devons aussi porter la fragilité de notre sœur, la nature que Dieu nous a donnée. Je vous promets à cette intervention, nous viendrons à vous. Juste une tenue vestimentaire, on vient à un panel, des prêtres se mettent en costume, vous arrivez avec une tenue traditionnelle ou culturelle? Bon, je ne sais pas, ça me plaît de le faire. Hein, parce que bon, vous êtes un éducateur, vous faites rien au hasard. D'être burkinabé. Ah d'accord. Bon, et donc le Faso d'Anfani est à la mode au Burkina. Et donc, ça veut dire que ma manière d'apparaître en public doit dire que je suis. Vous doit donner une partie de votre identité. La question culturelle, identitaire est importante. Deuxièmement, sur le plan économique, le Burkina est un pays producteur de coton.
Donc parmi les cultures de rente que nous avons, c'est le coton, qui a aussi ses problèmes. Alors, et le coton, comme dans tous nos pays, suit la ligne de l'exportation, qui ne crée pas de valeur ajoutée, donc qui ne crée pas assez de richesse pour les gens. Alors qu'une économie transformationnelle aurait voulu que ce coton-là, si c'est nous qui en avons besoin, et nous en avons besoin, on le transforme sur place. Et en le transformant sur place, il y a de la valeur ajoutée. Il y a création d'emplois. Alors, donc, je dis, et nous sommes en train de parler de questions écologiques. Voilà ce que mon environnement immédiat m'apporte. C'est tiré de mon environnement immédiat, c'est tiré du travail de mes parents paysans, c'est tiré du travail des artisans, les artisans locaux. Alors, depuis la vieille femme en train de filer, jusqu'à la jeune fille en train de tisser, jusqu'au tailleur en train de coudre, voilà, et de broder. C'est tout ce monde-là que je célèbre, je valorise pour dire que voilà, ils ont une certaine relation cohérente avec leur environnement et c'est ça qu'il faut promouvoir. J'ai choisi de me mettre en vert, voilà, parce que je sens la couleur verte comme la couleur de la nature. Donc vous avez affaire à la jeunesse aussi. Bon, ouais. Pour être en ancrage. C'est un peu ça, toutes ces valeurs-là qu'il faut pouvoir communiquer. Donc, ne serait-ce que par la manière d'apparaître. Voilà. Nous vous remercions et vous aurez une suite à cette entrevue. Okay. Merci. Boum, c'est Inès, épouse Kwame, enseignant-chercheur à l'université Peleforo Gonkoulibaly, Korogo. Alors, je voulais intervenir sur un milieu urbain à travers les écueils de la vie de Regina Yaou pour montrer à la communauté que il doit se pencher un peu sur l'éducation, sur l'hébergement des jeunes filles rurales en milieu urbain. Alors, aujourd'hui, on parle de l'éducation, on parle de développement de l'éducation, il faut améliorer l'éducation, mais on ne peut pas le faire sans l'hébergement. C'est ce qui m'a poussé ici à traiter ce thème de l'insertion de la jeune fille. L'hébergement. L'hébergement. C'est quoi l'hébergement? L'hébergement, c'est-à-dire lorsque une jeune fille vient du village et vient ici, il faut les encadrer. Il faut qu'elle ait un lieu. Une résidence. Une résidence. D'accord. Parce qu'elle quitte ses parents. Elle quitte les parents. J'ai bien dit au départ que c'était l'insertion de la jeune fille rurale en milieu urbain. La jeune fille, une fois en ville, elle est ahurie par la grande cité, elle est dépaysée, elle ne sait pas où être. Et avant, il y avait un problème d'internat. Vous voyez, on avait des internats partout, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'internat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, cela joue sur, cela joue sur, je ne sais pas, comment on dit, ça joue sur l'évolution, sur les résultats scolaires des enfants. Alors, pour pallier à cela, il faudrait que la communauté se penche sur ce cas. C'est-à-dire aujourd'hui les enseignants, ils se mettent en groupe pour créer des écoles, oui, écoles des enseignants. Mais on doit aussi faire l'auberge des enseignants. Tout cela pour pouvoir encadrer les jeunes filles. L'État aujourd'hui ne peut pas à lui seul régler le problème d'hébergement des jeunes filles. La communauté doit penser à cela. Les enseignants doivent se mettre en groupe aussi, créer les auberges pour que ce problème soit résolu. Ah, vous pensez que, en plus de l'État, des mutuelles, des enseignants, des organisations doivent se pencher? Ça donne une affaire de tous. D'accord. En un mot, c'est ce que je veux dire à tout le monde. De tous, voilà. Et vous avez proposé aussi la lecture. J'ai dit ici, en fait, quelqu'un m'a posé une question par rapport au fait que les tentations des uns et des autres ont pu franchir les mailles de la séduction et réussir dans la vie. Ces jeunes filles-là, elles sont un exemple pour les autres. Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour être un exemple pour les autres? Je leur dis non, il y a la lecture aussi qui est très importante.
Parce que c'est la lecture que moi m'a fait. Et cette même lecture-là, je la mets à disposition aux autres. Vous l'avez modélisé aujourd'hui. Voilà. Il faut les galvaniser par la lecture. Et j'ai dit par exemple le roman Je peux battu. On a aussi Juste pour goûter. On a les femmes de ville africaine de Raymond Demiel qu'on doit lire pour aider les jeunes filles à pouvoir bien se comporter et à être résistantes par rapport aux séducteurs. Alors vous pensez qu'avec la génération Y, Oui. avec les séductions que nous avons, une fille peut s'en sortir aujourd'hui? Elle peut s'en sortir si elle a un objectif. Et c'est les résistances. Si elle lit beaucoup. Parce que la lecture, on lit, j'ai parlé de la sociocritique. Lorsqu'on lit Regina Yaourt et qu'on voit le cas de Marie Lézou, déjà une jeune fille qui lit Marie Lézou, moi je l'ai lu en 6e. Celle qui lit Marie Lézou va dire pour franchir les vicissitudes de la vie, je vais me comporter comme ça, loin des hommes, loin des fêtes, loin des loisirs, et me concentrer sur mes études. D'accord. Voilà. Vous avez donné une communication, mais vous avez entendu aussi d'autres communications. Voilà. Qu'est-ce que ça a suscité en vous? Un commentaire par rapport aux deux autres communications? Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Quand on consomme aujourd'hui, ça m'a beaucoup plu. Et je souhaiterais vraiment mettre ça en application. Il a parlé par exemple des sachets, qui nous font du mal et tout cela. Je lui ai dit, tiens, il faut que je mette cela en application parce qu'aujourd'hui, avec l'écologie, et le monde va en pire. Donc chacun doit vraiment être regardant sur ce qui se passe par rapport à son environnement. Voilà. Avoir une nature saine, savoir ce qu'on consomme et savoir ce qu'on ne doit pas consommer. Et j'ai vraiment aimé la communication voilà, sur l'écologie, sur les crises écologiques. J'ai vraiment aimé cela. Merci. Merci. Je viens à peine de proposer ma communication dans le cadre donc, du colloque du CELAF. Alors, la thématique que j'ai abordée, elle porte sur les différentes notions ou concepts d'éducation à l'environnement qu'on retrouve dans le système franco-européen ou anglo-saxon, à savoir l'ERE, l'EDD ou l'EEDD et la notion d'écologie. Alors, de ces différentes notions ou concepts, quel est celui qui est plus proche, n'est-ce pas, des contenus d'éducation à l'environnement que nous avons dans les curriculums de géographie? Alors, lorsqu'on fait une analyse des curriculums prescrits, on peut dire qu'il s'agit bien des contenus qui sont proches de l'éducation relative à l'environnement, donc de l'ERE. Maintenant, lorsque nous allons vers les observations de sciences, on constate que les enseignants utilisent des documents textuels, iconographiques pour mettre en œuvre ces leçons. Du coup, ils n'arrivent pas à mieux transmettre la question de l'éducation à l'environnement. On dira donc qu'on a une éducation faible sur les questions d'éducation à l'environnement. Et les expérimentations que nous avons pu faire ont permis donc de dégager 3 stratégies pédagogiques, à savoir les sorties de terrain, le débat en classe et puis les jeux de rôle, qui peuvent aider à avoir une éducation forte sur les questions d'éducation environnementale. Mais toutefois, il faut signaler que les sorties de terrain en Côte d'Ivoire depuis 2018 sont interdites et cela pose problème puisque l'enseignant qui s'y engage peut se retrouver s'il y a problème sous la sanction parce qu'il y a un test qui est là. Donc il faut certainement trouver des formules pour effectuer ces sorties et aussi trouver des moyens pour des tests qui n'interdisent pas totalement toutes les sorties. Il faut mettre des balises, je dirais, des tests qui proposent des balises pour permettre ces sorties de terrain, car un géographe sans sortie de terrain, c'est un professeur d'SVT sans salle d'expérimentation. Donc ça pose problème. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci à vous et puis à la prochaine. Deux lois, une certaine pédagogique à l'antenne de moi. Et je suis en train de promouvoir le concept OPABA, dont j'en fais un système d'éducation-formation avec des stratégies, avec des concepts et vraiment, parce que le thème même de ma communication, c'est libérer les acteurs. Celui qui n'est pas directeur, quand il parle, dit non, c'est moi le directeur. Donc, nous sommes en train de créer un système, disons, parallèle pour que la population apprécie qu'est-ce qui peut vraiment être bien pour les enfants. Surtout que dans le système, nous prévoyons des travaux de recherche au niveau des enfants, chercher des informations, des formations additionnelles et ensuite chercher des sites d'expérimentation
De sorte que quand il sort de l'école, il n'a même pas besoin d'aller chercher emploi. Quand nous voulons former les Ivoiriens à l'auto-emploi, c'est encore plus intéressant. Donc, nous avons appris tout à l'heure avec l'intervention du docteur Oussou que les sorties sont interdites. Il y a même un décret qui a été promulgué. Est-ce que vous êtes au courant de ce décret? Je ne suis pas au courant, et ce n'est pas normal. Puisque les sorties font partie des stratégies d'enseignement et d'éducation. Donc quand les étudiants ne sont pas informés, ils devaient dire d'encadrer les sorties, le dit c'est interdit. Et l'UCS s'est passé à Bassam et on interdit à toute la Côte d'Ivoire. Pour moi, ce n'est pas normal. D'accord. Mais est-ce que les sorties font partie intégrante de votre système? Les sorties font partie intégrante de mon système. D'abord, c'est à cause de ça que je suis allé jusqu'au Canada pour voir comment les choses se passent là-bas. Et donc, il faut sortir pour voir comment les autres font. Il ne faut pas se condamner seulement de ce que tu sais, il faut partager ce que tu sais avec d'autres personnes. Notre code éducationnel. Oui, mon problème, c'est qu'il ne faut pas prendre les collègues qui viennent d'ailleurs d'emblée comme des paroles d'évangile. Et c'est ce qui nous pose problème. Même quand on dit ça c'est interdit, il faut prouver que c'est pas normal d'interdire. Bon, donc vraiment, prendre les choses d'emblée, c'est ce qui m'amène à créer ce concept basé sur la culture. Vous voyez, tout concorde bien. Quand on prend le microsystème d'éducation coopérative, ça se passe au village. On peut faire ça en ville. L'enseignement commandité, on peut faire tout ça en ville. Donc nous devons créer des concepts. On peut être aussi copier. Les gens peuvent aussi copier nos modèles. Et si nous continuons à suivre seulement, vraiment... Est-ce qu'il a été testé, votre modèle? Il a été testé? Pas encore. Pas encore. Je suis allé au Gabon, je suis allé au Togo, au Bénin, je viens du Canada. Je suis en train de faire d'abord la promotion internationale. Après, je vais commencer à faire... Non, là vous m'inquiétez. Vous n'avez pas testé le modèle et vous en faites la promotion. Le modèle est testé au village. Ou alors, attendez, est-ce que le modèle existe déjà et vous l'avez décliné? J'ai bien dit qu'au village, c'est comme ça ça se passe. Ça se passe. Ça se passe et depuis avant l'école occidentale. Dans la tradition. Maintenant, il faut adapter les modèles de la tradition au modernisme et ça va donner quelque chose d'intéressant. Vous venez de vous convoquer parce que je vais vous avoir